Comme l'information est de premier remède, Procure vous propose, au moins à chaque mois, un webinaire pour tout savoir sur ce cancer qui touche 12 hommes par jour. Aujourd'hui, nous allons aborder nouveaux diagnostics, comment choisir un traitement pour un cancer localisé. Avec le Dr Malek Meskawi, endo-urologue au CIUST du nord de l'île de Montréal et professeur adjoint de clinique au département de chirurgie de l'Université de Montréal, entre autres. Et vous pourrez en effet en apprendre davantage sur le Dr Meskawi par le biais de sa bio qui est disponible sur le site de Procure, bien évidemment. Nous aurons droit à une présentation par notre spécialiste, suivie d'une période de questions. Et parlant de questions, merci pour celles reçues d'avance à infoprocure.ca. Sinon, vous pouvez les soumettre en utilisant le bouton Q et A au bas de votre écran. Elles seront lues au cours de la période de questions. Avant de débuter, nous tenons à remercier tous nos donateurs du fond du cœur, mais également le présentateur officiel de ce webinaire, Industriel Alliance, de même que notre partenaire, l'Association des urologues du Québec. Alors, merci, Dr Meskawi, d'avoir accepté notre invitation et sans plus tarder, je vous cède la parole. Pouvez-vous, s'il vous plaît, partager votre écran? Bonsoir. Bonsoir, merci Winston. Bonsoir tout le monde. Je vais partager mon écran. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, on va parler comment on choisit un traitement pour un cancer de la prostate localisé. Donc, afin de commencer, on va parler un peu du diagnostic. Par la suite, on va parler des différentes approches thérapeutiques ou différents traitements pour le cancer localisé. Enfin, on va procéder à la période de questions. Donc, pour commencer, je veux définir un dépistage là. Donc, un dépistage, c'est les examens ou le test qu'on fait, c'est une population saine afin de dépister une pathologie latente. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si quelqu'un a des symptômes urinaires, on n'est pas dans le domaine de dépistage là. C'est quelqu'un qui présente aucun symptôme urinaire là. Et c'est très important de faire la distinction entre un dépistage ce qu'on appelle de découvert, là, qu'on appelle en anglais le case finding, chez quelqu'un qui a des symptômes urinaires. Donc, un dépistage, c'est quelqu'un qui a zéro symptôme. On offre une prise de sang qui s'appelle l'antigène prostatique, en anglais PSA. Donc, c'est le test de dépistage. On fait ça chez les patients qui ont une espérance de vie plus que 10 ans. Donc, si quelqu'un a une espérance de vie moins de 10 ans, ça ne vaut pas la peine de faire un dépistage pour découvrir ou pour détecter une pathologie latente. Et toujours, la décision, c'est une décision partagée. Donc, c'est le médecin avec son patient, les deux en même temps, qui prend la décision pour faire un test, une prise de sang d'APS pour dépister le cancer de la prostate. En général, on fait ça, ce qui est recommandé par les associations des urologues canadiens, c'est plus que 50 ans chez les hommes. Chez certains hommes qui ont des facteurs de risque d'avoir un cancer de prostate, comme les antécédents familiaux, l'origine afro-américaine, le dépistage est en général recommandé à un âge plus jeune, à 45 ans. Quand est-ce qu'on arrête le dépistage? On arrête le dépistage chez les hommes qui ont plus que 70 ans. Des fois, on peut continuer plus que 70 ans si quelqu'un est en très bonne santé et c'est toujours une décision partagée avec son médecin. Ou si quelqu'un a plus que 60 ans avec un test d'antigène prostatique moins que 1, parce qu'on sait dans ce cas-là que la probabilité d'avoir un cancer de la prostate est vraiment très faible. Et enfin, si quelqu'un a une espérance de vie moins que 10 ans, à ce moment-là, le dépistage il doit être arrêté pour le cancer de la prostate. Donc, un dépistage, c'est vrai, c'est une prise de sang, mais ça englobe aussi un examen digital qui s'appelle le toucher rectal. S'il y a une anomalie
soit au test de prise de sang ou au toucher rectal, à ce moment-là, on procède ce qu'on appelle à l'investigation. Donc, on doit savoir pourquoi l'APS est augmenté ou pourquoi l'examen rectal est augmenté. Donc, l'APS, c'est un test qui est sensible. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que, en fait, il est sensible, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses qui peuvent augmenter l'APS. Donc, une infection urinaire peut l'augmenter, une rétention urinaire, une manipulation urologique, une relation sexuelle le jour avant, si quelqu'un fait du vélo, mais vélo long course, à ce moment-là, l'APS peut être aussi augmenté. Ça peut être lié aussi à une HBP, ce qu'on appelle l'hyperplasie bénigne de la prostate, une taille de prostate augmentée, comme ça peut être le cancer de la prostate. Donc, ce n'est pas chaque test, chaque APS augmenté, ça veut dire un cancer de la prostate. Donc, ce n'est pas à chaque fois qu'on a un APS augmenté qu'il faut s'alarmer. Donc, si jamais on a un APS augmenté, à ce moment-là, on a trois options qu'on offre aux patients. Soit on peut répéter la prise de sang. Donc, si jamais la prise de sang descend ou reste stable, c'est quelque chose qu'on peut continuer à le suivre. Ou on fait une résonance magnétique ou on fait une biopsie de la prostate. Il faut savoir que la seule façon de diagnostiquer un cancer de la prostate, c'est vraiment en faisant une biopsie de la prostate. Et, juste pour clarifier là aussi la nuance des résonances magnétiques, par exemple, aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui commencent leur test par une résonance magnétique. Au Canada, ce n'est pas recommandé. On fait la résonance magnétique chez quelqu'un qui a déjà eu une biopsie de la prostate négative avant et par la suite, à ce moment-là, une résonance magnétique peut être demandée avant de procéder à une deuxième biopsie. Donc, comme on vient de mentionner, la seule façon d'établir un diagnostic, c'est vraiment une biopsie de la prostate. Là. Comment on fait une biopsie de la prostate? C'est une machine, comme vous le voyez, comme une sonde endorectale qu'on met à travers le rectum. On donne le patient des antibiotiques avant la procédure parce qu'on passe par le rectum et ce n'est pas un endroit qui est propre, donc c'est pour éviter une infection. On donne de l'anesthésie locale, analgésie locale, et par la suite, on procède à un échantillonnage. Le chiffre qu'on fait d'habitude, c'est 12 biopsies. C'est un échantillonnage aléatoire. Donc, on divise la prostate en 6 parties, et de chaque partie, on prend 2 morceaux de biopsie. Donc, c'est comme ça qu'on procède à la biopsie. Comme je viens de le mentionner, la biopsie, c'est un échantillonnage. Donc, est-ce qu'il y a une chance qu'on rate des cancers? Oui, on peut rater des cancers. On peut faire des biopsies et passer à côté d'un cancer et c'est dans 20 des cas. Mais c'est sûr, si on rate un cancer avec une biopsie, 12 biopsies, donc les chances qu'il y ait un cancer très agressif ou très étendu, ce quand même devient faible, mais oui, on peut rater des cancers, c'est dans 20 des cas. Si quelqu'un a eu une résonance magnétique, donc l'avantage de la résonance magnétique avant une biopsie, c'est que la résonance magnétique, elle peut détecter des cancers qui sont plus agressifs. Donc, si une résonance magnétique positive, on peut voir une lésion. Et à la lumière de ça, l'urologue qui pratique la biopsie, il peut prendre des échantillons de cette lésion comme des biopsies supplémentaires pour voir si cette lésion détectée à la résonance magnétique correspond à un cancer ou non. Donc, la résonance magnétique n'est pas capable d'établir un diagnostic, mais ça peut aider dans notre orientation de biopsie. Donc, comment on sait? On fait une fusion cognitive, c'est-à-dire on regarde les images et on essaie d'estimer où la lésion et d'essayer de la cibler. Ou des fois, on fait ça avec des logiciels qui sont capables de faire la fusion entre le moment de la biopsie et l'image découverte sur la résonance magnétique. Là. Donc, juste pour dire que une biopsie sous résonance magnétique avec guidage résonance magnétique n'est pas quelque chose qui est très courant au Québec ou au Canada. Là. Donc, les complications potentielles de la biopsie sont, comme on vient de le mentionner, donc douleur,
On peut avoir, comme n'importe quelle procédure, du sang. Le sang peut être dans les urines, dans les selles, ça peut être dans les spermes, dans l'éjaculat. Le sang dans l'éjaculat, c'est celui qui dure le plus longtemps. Ça peut durer jusqu'à 6 à 8 semaines. Malgré qu'on donne des antibiotiques avant la biopsie, il y a toujours une chance de faire une infection urinaire. Et aussi, après la biopsie, certains hommes peuvent avoir plus de symptômes urinaires comme de l'inflammation, un jet faible, une brûlure au moment de la miction. Donc, juste pour vous rassurer que tous ces symptômes disparaissent après la biopsie, sont pour une durée limitée et ce pas des symptômes qui peuvent durer à long terme. C'est vraiment une durée limitée. Donc, une fois qu'on fait la biopsie, on reçoit un rapport de pathologie qui nous dit qu'il y a, par exemple, un cancer de la prostate. Donc, très important pour regarder le cancer de la prostate, il faut regarder l'agressivité et l'étendue. Comment on regarde l'agressivité? Par un score de Gleason. Donc, il y a en fait deux nomenclatures qui sont mentionnées ici. Donc, ça, c'est le score d'agressivité, c'est-à-dire que, comme on le voit dans ce document, l'architecture de la glande. S'il y a un défaut, si la glande est très anarchique, donc l'architecture est très désorganisée, ça veut dire que c'est un cancer qui est très agressif. C'est le pathologiste qui va nous donner ça. Je pense que vous avez entendu le score de Gleason, 6, 3 plus 4, 4 plus 3. C'est des chiffres qui sont différents. La nouvelle classification, c'est de 1 à 5. Ça, c'est le score d'agressivité. 1, c'est le moins agressif. 5, c'est très agressif. Donc, toutes ces données, ça va nous aider pour classifier votre cancer, pour dire c'est quoi les options de traitement pour votre cancer. Donc, on a regardé l'agressivité. Maintenant, il faut regarder l'étendue. Donc, l'étendue, c'est le stade, là. Donc, dans le langage courant, on parle de stade 1, 2, 3, 4. Là, je pense que c'est ça le plus qu'on connaît. Ça, c'est le stade. Donc, nous, on classifie ça en 3. Donc, le stade local au niveau de la prostate. Donc, comme on voit ici, est-ce que c'est un cancer qu'on ne peut pas le palper? Et comment on sait le stade local? C'est vraiment au toucher rectal. Si c'est un cancer qu'on ne peut pas le palper, c'est un T1. Si c'est un cancer qu'on le palpe et c'est petit, c'est un T2A. Si on le palpe et on voit que la prostate est fixe, donc c'est un stade qui est un peu plus avancé, là. Autre que la toucher rectale, actuellement, on peut aussi identifier le stade de T, donc l'étendue du cancer local avec une résonance magnétique. Pour l'étendue à distance, donc est-ce que le cancer est sorti de la prostate? Ça, on le voit avec des imageries, ce qu'on appelle le stade N et M. Donc, N, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des ganglions autour de la prostate qui sont positifs, et M, est-ce qu'il y a des métastases à distance au niveau des os, au niveau d'autres organes? Pour le N et M, il n'y a pas un examen physique qui peut me définir ça. C'est vraiment, il faut faire des imageries, un scan pour les os, qu'on appelle la scintigraphie nucléaire, et un scanner, un CT scan abdominopelvien. Donc, c'est ça les examens qui nous permettent de savoir l'étendue de la maladie. Donc, pour récapituler, pas chaque patient qui a un cancer de la prostate, il a besoin d'avoir un scan pour savoir l'étendue de la maladie. C'est vraiment selon le risque de la maladie. Comment on calcule le risque? On calcule le risque selon l'agressivité de la maladie et le toucher rectal avec le taux de l'APS. Donc, une maladie faible risque, c'est une maladie qui a faible risque de progresser à long terme et causer des problèmes. Donc, ça, c'est les patients qui ont un score de Gleason 6. La nouvelle nomenclature, c'est 1. Donc, un grade de 1 qui est limité à la prostate. Une maladie qui est à risque intermédiaire, c'est une maladie qui a un score de Gleason qui est 7 ou 2 ou 3 degrés d'agressivité. Et c'est une maladie qu'on peut le palper à l'examen. Donc, c'est ça qu'il faut savoir. Le risque élevé, c'est soit il y a une maladie qui déborde de la prostate, soit qu'il y a un score d'agressivité qui est 4 et 5, donc 8, 9, 10 score de Gleason, et ou APS plus que 20. Donc, ça, c'est et ou.
alors que pour le faible risque, c'est et avec. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un APS moins que 10, il faut qu'il y ait un score de Gleason et à 6, il faut qu'il ne soit pas palpable. Donc, pour un risque élevé, soit une des trois conditions qui est là, donc à ce moment-là, le patient devient un risque élevé. Donc, c'est très important de le savoir. Je sais, peut-être c'est beaucoup d'informations de parler faible risque, risque intermédiaire, risque élevé. Donc, pour le simplifier, comme on le sait dans la nomenclature classique, nous, on aime savoir 1, 2, 3, 4. Donc, un faible risque, c'est 1. C'est une maladie qui est guérissable. Un risque intermédiaire, c'est 2. C'est aussi une maladie qu'on peut guérir avec un traitement. Un risque élevé, c'est une 3, c'est une maladie qu'on peut guérir avec le traitement. Une maladie 4, métastatique, malheureusement, le traitement n'est pas pour guérir la maladie, c'est pour la contrôler. Donc, ça, c'est pour le diagnostic. Le cancer de la prostate, c'est un cancer qui est, comme moi je le dis, difficile à croire. Pourquoi? Parce que, comme on vient de le mentionner, une prise de sang sans symptômes amène à un diagnostic de cancer. Donc, c'est toujours, les patients, ils vont dire, j'entends souvent ça, que, docteur, moi, je suis asymptomatique. Comment j'ai un cancer? Je suis toujours en forme, je ne prends pas de médicaments, je fais de l'exercice. C'est difficile de croire que j'ai un cancer. C'est ça la particularité du cancer de la prostate. C'est un cancer qui est asymptomatique dans 95 quand on est dans un stable qui est guérissable. Donc, très important, malgré que si on fait une prise de sang et découvre un cancer, même si vous n'avez pas de symptômes, oui, vous avez un cancer. Donc, c'est comme je viens de mentionner, c'est difficile à croire parce qu'une prise de sang amène à un diagnostic, malheureusement. Les options de traitement. Donc, c'est sûr que la particularité aussi du cancer de la prostate, c'est qu'on donne l'option au patient. C'est sûr que c'est une décision partagée. Donc, le médecin partage avec son patient les options de traitement. Choisir le meilleur chemin, ce n'est pas facile, mais le but, c'est vraiment de bien connaître la maladie, d'avoir une bonne compréhension de la maladie et de bien savoir c'est quoi les traitements, c'est quoi les effets secondaires du traitement pour choisir la bonne option de traitement. Donc, pour parler un peu, donc pour un stade 1 ou faible risque, les options, c'est une surveillance active, une chirurgie qu'on appelle prostatectomie radicale, radiothérapie. Soit la radiothérapie est externe ou avec des implants. Donc, ça, c'est les trois options. Et c'est toujours, quand on parle des options de traitement, les trois sont à visée curatif. C'est pour guérir de la maladie. Donc, la surveillance active, vous le voyez ici, mais moi, je répète, c'est un traitement. Ce n'est pas ne pas traiter, c'est on est en train de traiter. À stade 2, les options sont prostatectomie radicale ou chirurgie, radiothérapie externe avec hormonothérapie pour 6 mois, radiothérapie externe avec curithérapie à haute dose. On va vous expliquer un peu la différence entre les différentes modalités, plus hormonothérapie de courte durée de 6 mois. La surveillance active n'est pas une option, c'est les stades intermédiaires, sauf dans certains cas exceptionnels. Et toutes ces options sont à vue, je me répète, pour guérir le cancer. L'option 3, c'est les maladies stade 3 ou haut risque. À ce moment-là, c'est la chirurgie avec lymphadénectomie, c'est-à-dire d'enlever les ganglions avoisinantes. La radiothérapie avec l'hormonothérapie à longue durée. Donc, longue durée, c'est-à-dire 2 à 3 ans, ou la radiothérapie avec la curithérapie à haut débit avec l'hormonothérapie à longue durée. Et encore, quand on parle de stade 3, le but de traitement, c'est de guérir de la maladie. Donc, message à retenir, on vous donne le choix du traitement, on va le choisir ensemble, mais toutes les options sont équivalentes pour traiter le cancer. C'est sûr, s'il y avait une option qui est meilleure que l'autre, moi, on choisit la meilleure option pour traiter le cancer. Mais quand on vous donne le choix, parce qu'on sait les deux ou les trois options, guérir le cancer de la même façon. Donc, juste pour parler un peu, c'est quoi une décision partagée? Donc, avant, c'est le médecin qui donne les informations, les recommandations. Et ce qu'on appelle
un peu le parentalisme, là, où il y a la décision médicale informée, c'est-à-dire que moi, je vous donne l'information et vous devrez choisir. Le cancer de la prostate, c'est spécial parce que c'est une décision partagée. Donc, vous choisissez le traitement après qu'on partage toutes les informations et les effets et les désavantages de chaque type de traitement. Donc, je parle un peu, ce n'est pas le sujet de notre présentation, mais s'il y a un cancer au stade 4 métastatique, comme on vient de le mentionner, le traitement vise à contrôler et de ne pas guérir. Le traitement, c'est l'hormonothérapie standard, plus hormonothérapie avancée, plus ou moins, ou chimiothérapie ou radiothérapie externe dans certains cas, ou radiothérapie pour les métastases dans d'autres cas. Donc, ça, ce n'est pas le sujet de notre présentation. Il y a d'autres présentations pour le traitement de la maladie métastatique. Donc, on va parler un peu du traitement du cancer localisé. Donc, comme on le sait, j'ai mentionné l'observation parce qu'il y a certains, c'est une option d'observer certains cancers. La surveillance active, c'est de surveiller de près la chirurgie et la radiothérapie. Donc, l'observation, ce n'est pas un traitement. On ne traite pas, mais la surveillance active, c'est un traitement comme la chirurgie, comme la radiothérapie. Je vous montre une petite image pour parler un peu du cancer de la prostate. Donc, ça, c'est des images pathologiques de la prostate. Ça, c'est une image du cerveau. Ça, c'est un cancer de prostate, c'est un cancer de cerveau. Ça, c'est une résonance magnétique pour la prostate et un pour le cerveau. En fait, j'ai mis des images pour dire que c'est vrai que le cerveau ne ressemble pas à la prostate et bien important que le cerveau est plus important que la prostate, mais c'est deux qui ressemblent. Un traitement pour un cancer de la prostate, malheureusement, c'est un traitement qui peut impacter votre qualité de vie. C'est comme le cerveau. Il y a des nerfs qui passent à côté de la prostate. Ça peut affecter la fonction sexuelle, ça peut affecter la fonction urinaire. Donc, c'est pour cela qu'un traitement pour le cancer de la prostate peut avoir un impact pour votre qualité de vie. Donc, ça, c'est un autre message à retenir. Donc, juste pour récapituler un peu, la particularité du cancer de la prostate, c'est 1, vous êtes asymptomatique. 2, on vous demande de choisir un traitement. 3, on vous dit que tous les traitements vont affecter votre qualité de vie. Donc, c'est ça qui est difficile dans le cancer de la prostate, c'est qu'il faut choisir et il faut savoir c'est quoi les effets secondaires de chaque traitement. Donc, pour commencer par l'observation, c'est quelqu'un qui est en forme, qui est en bonne santé, ce n'est pas une option. C'est vraiment une option chez les patients qui sont âgés, qui ont beaucoup de comorbidités, qui ont une espérance de vie. Comorbidité, c'est des problèmes, c'est-à-dire des problèmes de santé, qui ont une espérance de vie moins que 10 ans. En fait, l'option, c'est de suivre le cancer de loin et de traiter si jamais il y a une progression vers des métastases avec une hormonothérapie. C'est une option pour les patients qui ne sont pas en bonne santé. Pour quelqu'un en bonne santé, ce n'est pas une option, une observation. La surveillance active, c'est surveiller de près. Donc, c'est sûr, pour être éligible pour une surveillance active, il faut que vous avez une maladie qui est à faible risque de progression. Les avantages de cette option, c'est qu'on retarde les traitements, on peut éviter les effets secondaires, on peut préserver la sexualité et la continence. Donc, on peut préserver les effets secondaires d'un traitement. On maintient la qualité de vie et on évite un traitement chez des patients qui n'ont pas besoin. Quand on fait la surveillance active, il y a certains cancers qu'on va les nommer indolents, qu'ils n'ont pas un potentiel de propager rapidement. Donc, chez les patients qui ont ce type de cancer, la surveillance active, c'est un bon traitement. On les suit de près, mais ça ne va pas dire qu'on ne les traite pas. On est toujours en train de le surveiller. Les inconvénients de la surveillance active, parce que le protocole de surveillance active, ça implique des prises de sang d'une façon régulière. En général, c'est aux 6 mois.
avec un examen de la prostate, de faire des biopsies à répétition. Pourquoi de faire des biopsies à répétition? Parce que, comme je le mentionne, une biopsie, c'est un échantillonnage. Donc, ça se peut qu'on prend un échantillon, mais on passe à côté d'un cancer qui est plus agressif. Donc, c'est pour cela qu'il faut répéter la biopsie pour être sûr que ce qu'on surveille, ce n'est pas un cancer à potentiel de progression. Et c'est sûr que si on fait la surveillance active, et à un moment donné, on découvre que la maladie est en train de progresser sur la biopsie, donc à ce moment-là, il y a une décision de prendre un traitement. Donc, les risques, c'est que ça peut créer de l'anxiété. Donc, vivre avec, moi j'ai un cancer que je le surveille, des fois, chez certains individus, peut créer de l'anxiété. Et l'autre risque, c'est qu'il faut que le patient soit compliant en traitement. Il faut qu'il suive les calendriers des prises de sang et des examens. Et il faut bien noter que cette option offre la même chance de guérison si on attend pour la progression. Donc, ça, c'est une étude qui était, juste pour vous donner un peu un aperçu de la surveillance active, c'est une étude qui a été réalisée à l'hôpital Johns Hopkins. Plus que 1800 hommes qui ont été surveillés. Donc, comme à 15 ans, le taux de survie lié à cette approche était 99,9 %. Donc, c'est vraiment très sécuritaire. Mais on sait aussi que 52 % de ces patients-là, ils ont progressé vers un traitement et nous, on les a demandé de subir un traitement après quelques ans ou après peut-être 2-3 ans sous protocole de surveillance active. Et juste pour mentionner, les patients opérés après 3 ou 4 ans de surveillance active, ils ont toujours les mêmes résultats oncologiques que les patients qui sont traités avant. Donc, le fait de surveiller activement n'impacte pas le cancer. Donc, la deuxième option, c'est la chirurgie. Donc, la chirurgie, c'est enlever toute la prostate. Donc, ce qu'on appelle la prostatectomie radicale. Dans certains cas, il faut aussi enlever les ganglions qui sont lymphatiques qui sont autour de la prostate. Il y a différentes approches chirurgicales. Il y a, comme on le sait, la chirurgie ouverte, la chirurgie laparoscopique, la chirurgie robotique. Donc, moi, je ne rentre pas dans la différence entre les différentes approches chirurgicales. L'avantage de la chirurgie, c'est que quand on enlève toute la prostate, on sait c'est quoi la pathologie finale. Donc, le pathologiste va regarder ça, il va nous dire c'est quoi le cancer qu'on avait exactement. Est-ce que c'est un cancer comme la biopsie a démontré ou est-ce qu'il est plus agressif ou moins agressif? L'autre avantage, c'est qu'après la chirurgie, le taux de l'APS doit descendre à 0. Donc, ça va nous donner un peu une mesure concrète du succès du traitement. Là. Donc, on sait que si le traitement est, en fait, le succès du traitement est garanti là, avec quand on mesure le taux de l'APS. Et le troisième avantage, c'est que si jamais, dans le futur, le cancer revient, il y a toujours une option de donner de la radiothérapie de rattrapage, comme on l'appelle, dans certains cas de récidive. Donc, c'est ça les avantages de la chirurgie. Juste pour vous montrer un peu, pour les cancers, j'aimerais que vous regardiez la troisième ligne. Là. Ça, c'est en 2016. Ça, c'est les patients qui ont été dans l'ère de dépistage. Là. Donc, comme on voit que à peu près à 10 ans, le taux de guérison du cancer de la prostate est 99 %. Donc, c'est qui est vraiment très haut. Les inconvénients de la chirurgie sont l'incontinence d'effort, le problème d'érection, dysfonction érectile, l'anéjaculation. Donc, après la chirurgie, on ne peut pas éjaculer. La chirurgie, c'est une option de traitement comme invasif. Donc, ça se fait en salle d'opération sous anesthésie générale. La durée d'hospitalisation, maintenant, on se permet des fois d'envoyer les patients en chirurgie d'un jour après une chirurgie pour la prostate, mais quand même, ça peut des fois durer quelques jours à l'hôpital. Les patients, après la chirurgie, ils vont avoir une sonde urinaire qui va rester en place pour une durée qui varie entre 5 jours à 2 semaines. Des fois, dans certaines conditions, on peut le garder plus longtemps. Il y a des plaies à guérir.
La convalescence après la chirurgie, c'est en général 4 semaines. Il y a toujours des complications liées à la chirurgie, surtout chez les patients qui ont des problèmes de santé. Les complications sont AVC, accident cérébral vasculaire, hémorragie, les caillots sanguins, les phlébites, une infection. C'est quand même rare les complications après la chirurgie, mais il faut les mentionner parce que des fois, sont les effets secondaires. En fait, les complications peuvent être non négligeables. Donc, ça, c'est un petit aperçu anatomique. Comme moi, je viens de vous mentionner, c'est la chirurgie fonctionnelle. Pourquoi? C'est comme parce que, comme vous le voyez, il y a des nerfs d'érection qui passent dans le figure 6A, qui passent vraiment très proche de la prostate. Et comme on voit dans le figure 8, il y a le muscle de la continence. Donc, ça, c'est la chirurgie, le traitement peut affecter la fonction sexuelle et la fonction urinaire. On va parler maintenant de la radiothérapie. Donc, c'est une option qui consiste à détruire le cancer à l'aide de rayons émis d'une machine. Donc, comment ça se fait la radiothérapie externe? Donc, au début, il va y avoir une session de planification. Donc, vous allez être dans une machine où on planifie un peu la distance entre la peau et la prostate et les doses qu'il faut donner. On fait un marquage de la prostate. Par la suite, on vous donne des sessions journalières. Donc, en général, c'est 40 sessions. Il faut venir 5 jours semaine parce que en général, samedi et dimanche, c'est fermé. 5 jours semaine, pendant quelques minutes, vous recevez un traitement. Après ça, vous quittez chez vous. Donc, c'est un traitement, c'est une méthode qui permet de poursuivre vos activités quotidiennes. Oui, c'est une radiothérapie, mais vous n'êtes pas comme radioactif. Donc, vous n'êtes pas dangereux pour votre entourage. Donc, les avantages de la radiothérapie, c'est vraiment pas de plaie, moins de dommages immédiats. Donc, quand on fait la chirurgie, il y a moins de dommages au niveau de la fonction sexuelle, au niveau de nerfs de l'érection. C'est une option qui est comme indolore. La durée de chaque traitement, c'est moins que 5 minutes. Ça ne nécessite pas une hospitalisation. Ça ne nécessite pas d'anesthésie et ça vous permet de poursuivre votre vie quotidienne. Donc, ça, c'est une planification un peu. On vous montre comment on planifie un peu le traitement. Donc, le rouge, c'est la prostate, c'est la zone qu'il faut qu'on la cible avec le traitement de radiothérapie. Donc, c'est sûr que la prostate est située entre la vessie en haut, le rectum en bas. Donc, le traitement de la radiothérapie, même si on essaie de concentrer les rayons sur la prostate, on peut toucher la fonction urinaire, la vessie. On peut toucher aussi les nerfs qui sont autour de la prostate, les nerfs de l'érection. Donc, ça peut affecter la fonction urinaire sexuelle. L'autre inconvénient aussi, ça peut affecter la fonction gastro-intestinale. Ça implique des multiples déplacements. Il faut venir à l'hôpital à tous les jours, 5 jours par semaine pendant 4 à 8 semaines. Et l'autre désavantage, c'est qu'on traite en se basant sur les données qu'on a avec la biopsie, mais on n'a pas toujours la pathologie finale. Donc, on ne sait pas c'est quoi l'étendue, le vrai étendue de la maladie. On l'estime en faisant une résonance magnétique, en faisant une touchée rectale, ce qui est quand même une estimation qui est quand même pas mal fiable, là, mais on ne sait pas le vrai étendue de la maladie. L'autre inconvénient, c'est que si jamais on a un récidive, un traitement local n'est pas toujours une option après une radiothérapie. Et en général, s'il y a une récidive, l'autre option, ça devient une hormonothérapie pour contrôler et non guérir. La curithérapie, ou comme on le dit, c'est des implants. Donc, ça, c'est une option qu'on met des implants à l'intérieur de la prostate. Cette option consiste à détruire les tumeurs de l'intérieur. Donc, il n'y a pas des rayons externes. Il y a la curithérapie à bas débit. C'est des implants permanents. C'est des petites graines, comme vous le voyez ici sur le doigt ici, dans l'image. Il libère des doses de radiation. Dans ce cas, vu qu'il y a des implants qui libèrent des radiations, il faut faire attention aux enfants et aux femmes enceintes. La radiothérapie à haut débit, c'est une curithérapie. La curithérapie à haut débit, c'est une curithérapie temporaire
En général, on ne l'utilise pas tout seul. L'utilisation tout seul de la curithérapie, c'est toujours en investigation, mais on l'utilise en combinaison avec la radiothérapie externe. Et l'avantage, c'est que ça diminue les sessions de la radiothérapie externe. Et c'est vraiment, on vous met un implant temporaire, après ça, on le retire. Donc, c'est ça l'idée de la radiothérapie à haut débit. Pour avoir une curithérapie, ce n'est pas chaque patient qui peut avoir une curithérapie. Il faut qu'il n'y ait pas de problème urinaire. Il faut qu'il est éligible pour avoir une anesthésie. Il faut avoir une taille de prostate qui est raisonnable. Parce que si quelqu'un a une très grosse taille de prostate, il faut mettre beaucoup d'implants et le traitement dans ce cas-là, des fois, peut être plus difficile ou sous-optimal. Donc, comme on va mentionner, les avantages de la curithérapie à bas débit, c'est une seule session sous anesthésie, moins de dommages secondaires au tissu voisin, parce que vu qu'on met les implants au niveau de la prostate, donc il va y avoir moins de dommages pour le rectum, pour la vessie et pour les nerfs de l'érection. Une récupération plus rapide que la chirurgie et vous permettre de poursuivre vos activités une fois guéri. L'incontinence urinaire après cette approche est rare. La curithérapie à haut débit, donc comme on vient de le mentionner, c'est une seule session. Aussi, c'est moins de dommages. Ça diminue les sessions de radiothérapie externe. Malheureusement, ce n'est pas une option tout seul. On ne peut pas le faire comme une option tout seul. Il faut que ça soit combiné à une radiothérapie externe. Et ça vous permet de poursuivre votre activité quotidienne une fois guéri. L'incontinence est rare après une curithérapie à haut débit. Donc, c'est ça, les inconvénients, comme on vient de le mentionner, comme pour chaque radiothérapie, qu'on ne peut pas établir l'étendue de la maladie du cancer parce qu'on n'a pas toute la prostate. Et parmi les autres risques à court terme, c'est une inflammation de la prostate, ça peut augmenter votre symptôme urinaire. C'est pour cela que les patients qui ont beaucoup de symptômes urinaires, ce n'est pas une bonne option d'avoir la radiothérapie, la curithérapie, parce que ça va augmenter l'irritation. Il y a toujours un risque de saignement ou d'infection. Donc, pour résumer, si on va parler de la surveillance active, on retarde le traitement. L'avantage, on préserve notre fonction érectile et sexuelle. Les désavantages, c'est l'anxiété et le suivi qui est répété. Si on parle de la chirurgie, l'avantage, c'est une guérison. On connaît le stade de la maladie. Et si jamais il y a un récidive, on a la radiothérapie, une autre option de traitement. Les désavantages, c'est que c'est une option invasive, nécessite une convalescence. Il y a un risque d'incontinence et dysfonction érectile et ça nécessite une sonde urinaire. La radiothérapie externe, donc les avantages sont, c'est une méthode de traitement qui est indolore, qui est non invasif. Et c'est 5 minutes par session. L'incontinence est rare. Les effets de la dysfonction érectile sont graduels, là. Donc, ce n'est pas d'un coup comme la chirurgie. Les désavantages, c'est que on ne sait pas le stade de la maladie, donc on ne sait pas l'étendue de la maladie et il va avoir des effets secondaires gastro-intestinaux et génito-urinaires après la radiothérapie qui sont possibles en fait d'arriver là. La curithérapie à bas débit, c'est que moins de dommages, les avantages, moins de dommages pour les tissus sains, une récupération rapide, moins d'incontinence urinaire. Il va y avoir des dysfonctions érectiles pour chaque traitement, mais l'étendue est plus graduelle. Le désavantage, c'est que ce n'est pas une option qui est valable pour chaque patient et c'est qu'on ne connaît pas le stade de la maladie. Donc, ça, c'est pour les options de traitement. Maintenant, on va parler un peu des effets secondaires plus détaillés de chaque méthode de traitement. Donc, juste pour commencer avec la chirurgie, c'est l'incontinence urinaire. Donc, en général, il y a la majorité des patients ils vont avoir de l'incontinence après la chirurgie. Il y a certains patients qui ne vont même pas avoir de l'incontinence. L'incontinence, en général, c'est transitoire. Et c'est une incontinence d'effort. C'est-à-dire que quand vous toussez, quand vous jouez du golf, quand vous faites des exercices, à ce moment-là, ça se peut que vous échappez de l'urine. Donc, c'est ça qu'on appelle l'incontinence d'effort. L'incontinence totale, c'est-à-dire ça coule en continu, c'est vraiment très rare que ça arrive. Donc c'est ça de ce côté-là.
En général, le taux d'incontinence après chirurgie à 1 an, c'est 5 à 15%. Donc, ça, c'est des chiffres absolus. C'est sûr que les nouvelles données sont en plus encourageants en termes des résultats de l'incontinence. De l'autre côté, en fait, le potentiel de récupération de l'incontinence, ça dépend de votre âge, ça dépend de votre fonction urinaire de base avant la chirurgie, ça dépend aussi de l'étendue de votre cancer. Si quelqu'un a un cancer qui est très avancé, par exemple, qui envahit le muscle, ça se peut que les potentiels de récupération de la fonction urinaire soient moins élevés. Là. Donc, les autres effets secondaires, c'est dysfonction érectile. Je dirais que c'est vraiment le problème majeur de la chirurgie de la prostate, c'est que les dysfonctions érectiles, ça arrive dans 50% des cas. Ça prend jusqu'à 12 à 18 mois pour récupérer votre fonction érectile. Plusieurs patients ne le récupèrent pas. On a toujours des solutions. Ça peut être des médicaments, ça peut être des injections, ça peut être une chirurgie, un implant pour simuler une érection. Notez que la chirurgie n'affecte jamais le libido et l'orgasme. Et très important de mentionner qu'après la chirurgie, il ne va pas avoir une éjaculation, on va avoir c'est comme on l'appelle, un orgasme qui est sec. Les potentiels de récupération de la fonction érectile, ça dépend de votre état de base, donc d'érection de base, votre âge et si on fait une chirurgie qui préserve les nerfs d'érection ou non. Donc, c'est de faire une chirurgie qui préserve les nerfs d'érection, ça dépend toujours aussi de l'étendue de la maladie. Donc, c'est sûr, comme on le mentionne toujours, donc pour faire une chirurgie, notre premier souci, c'est toujours le cancer. Donc, si on sait que si on va préserver les nerfs, on peut nuire au cancer, c'est sûr qu'on ne préserve jamais les nerfs de l'érection. Parmi les autres effets secondaires de la chirurgie, c'est ce qu'on appelle un rétrécissement au niveau de la cousure entre l'urètre et la vessie. Ça peut arriver. C'est quand même rare. On ne voit pas ça souvent et si jamais ça arrive, on peut dilater pour ouvrir le rétrécissement. Donc, c'est ça pour les effets secondaires de la chirurgie. Les effets secondaires de la radiothérapie, à court terme, c'est un fatigue, problème urinaire ou recto, irritation, envie soudain d'aller à la selle ou d'aller à la toilette. La fonction urinaire, il va avoir une perturbation, mais c'est d'une façon progressive. Des fois, il peut y avoir ce qu'on appelle aussi un rétrécissement dans le canal, dans l'urètre, inflammation au niveau de la vessie ou ce qu'on appelle une vessie hyperactive qui peut être liée à la radiothérapie. L'incontinence, c'est différent d'une incontinence d'effort. C'est en général une incontinence d'urgence, c'est-à-dire on a l'envie, mais on n'est pas capable de se rendre à la toilette. Et les patients qui vont garder ces symptômes à long terme, c'est 5 à 10%. L'effet de la radiothérapie sur la fonction érectile est graduel, c'est-à-dire à l'immédiat, on ne va pas avoir un grand effet, mais au fil des années, l'effet de la radiothérapie sur la fonction érectile va rejoindre celle de la chirurgie. Donc, en général, on dit à peu près à 5 ans, la radiothérapie et la chirurgie vont avoir le même effet sur la fonction érectile. La même chose, ça n'affecte pas le libido ni l'orgasme. Il y a un effet sur la fonction gastro-intestinale de la radiothérapie. Ça peut donner ce qu'on a des saignements au niveau rectal. Ça peut donner aussi des envies soudaines d'aller à la toilette ou des douleurs au moment d'aller à la selle. Et ces effets secondaires sont en général dans 5 à 10% persistent à long terme. Là. Donc, pour répéter de nouveau, donc, si on ajoute à la chirurgie les effets secondaires, c'est l'incontinence et la dysfonction érectile immédiate, récupération progressive. Pour la radiothérapie avec la cryothérapie à haute dose, il n'y a pas d'incontinence dans l'immédiat, mais à long terme, il va y avoir des effets secondaires au niveau de la fonction urinaire, sexuelle et même gastro-intestinale. La cryothérapie, un autre avantage qui n'est pas d'incontinence, il va avoir un effet graduel sur la fonction érectile, mais c'est moins marqué que la radiothérapie externe et la chirurgie. Donc,
maintenant, il y a beaucoup d'informations, plusieurs traitements. Comment je peux choisir mon traitement? Donc, ça, c'est sûr qu'il n'y a pas une recette et c'est pour cela que je rejoins mon diapo d'avant que c'est une décision partagée entre l'urologue ou le radio-oncologue avec le patient. Ça dépend de plusieurs facteurs. Votre âge, votre état de santé, votre espérance de vie, votre agressivité ou étendue de la maladie, le type de cancer, vos valeurs, la fonction érectile actuelle et la fonction urinaire avant le traitement. Donc, je fais un petit résumé. Si quelqu'un me donne l'option de la surveillance active, et ça, c'est dans les cas de faible risque, moi, je le choisis toujours comme meilleur, comme premier traitement parce que ça m'évite les effets secondaires de traitement. La surveillance active, ce n'est pas de ne pas traiter, c'est on traite et on surveille étroitement et il y a 50% des patients qui peuvent progresser à un traitement et même si on progresse à un traitement, il ne va pas avoir un changement à long terme. Donc, c'est quelqu'un de faible risque, n'importe quel âge, peu importe l'âge, l'état de santé, la fonction urinaire ou érectile, moi, je recommande une surveillance active. Pour les patients de risque intermédiaire, donc si ça devient un peu le choix qui est là. Donc, si on parle un peu de patients à stade 2, risque intermédiaire, les deux marchent bien, la chirurgie et la radiothérapie. Les deux traitent le cancer de la même façon. Donc, qu'est-ce qui me fait pencher vers une méthode que d'autres? C'est comme l'âge, la fonction urinaire, la fonction érectile et l'état de santé. Donc, alors que pour la maladie de haut risque, c'est sûr que les deux traitent de la même façon, mais il y a toujours une petite préférence, surtout si on est en bonne santé jeune pour une chirurgie, parce qu'on sait que si jamais il y a un récidive, parce que c'est une maladie qui est à haut risque de progression, on a un autre traitement qui est prêt. Si jamais il y a une récidive ou si jamais la maladie revient, il y a un autre traitement qui est prêt. À condition que la chirurgie est capable de préserver au moins la fonction urinaire et d'être fait dans des conditions qui sont acceptables et qui ne peuvent pas nuire aux patients. Donc, si quelqu'un est jeune, en bonne santé, ça, ce n'est pas une recette, c'est juste préférence. En général, les gens vont vers la chirurgie parce que quand on est jeune, on a plus de temps donc, si on a plus de temps pour avoir un récidive, donc on a toujours une autre méthode de traitement. Si on est en bonne santé, on est en bon état pour avoir une chirurgie. Donc, c'est pour cela, quand on est jeune, on va souvent et en bonne santé et on est capable d'avoir des bons résultats après la chirurgie, on va souvent vers la chirurgie. Si on est plus que 70 ans, je pense que la radiothérapie, c'est la meilleure option. Si on a beaucoup de symptômes urinaires, donc la radiothérapie va les aggraver et on est un bon candidat pour une chirurgie. Moi, je penche un peu plus vers la chirurgie. Si on veut préserver la fonction érectile et la curithérapie, c'est une option. La curithérapie, c'est le meilleur traitement à choisir entre curithérapie et chirurgie. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas un seul élément qui peut distinguer, c'est vraiment un cumul de facteurs. Et c'est pour cela que, je le répète, c'est une décision partagée de choisir un traitement pour le cancer de la prostate localisé. Donc, une fois que le traitement est fait, c'est quoi le suivi? C'est en général des prises de sang, c'est l'APS. On fait ça entre 3 et 6 mois, ça dépend de le risque de la maladie. Et ça peut être fait par l'urologue ou la radio-oncologue. Et en général, c'est un suivi pendant 10 ans. Pour certaines maladies, peuvent être moins. Pour d'autres maladies à haut risque, peut être en fait un suivi qui est plus étendu. Donc, c'est ça. Et c'est sûr qu'une relation humaine entre médecin et patient de base et de mise sur le long terme, c'est très important pour assurer un bon suivi. Donc, qu'est-ce qu'on attend après la chirurgie? Comme vous voyez dans ce petit diapo,
graphe, là. Donc, après la chirurgie, l'APS descend à 0. Par la suite, il y a certains patients qui peuvent avoir un récidive qu'on appelle la récidive biochimique. Donc, l'APS devient détectable. Donc, à ce moment-là, on peut envisager une radiothérapie de rattrapage. Et par la suite, à long terme, ça peut arriver chez certains patients qui peuvent avoir une récidive de la maladie. Donc, à ce moment-là, ils deviennent dans un stade qui ont besoin de l'hormonothérapie. L'hormonothérapie, soit ils ont des métastases ou sans métastases. Là. Donc, ça, c'est pour parler un peu de l'évolution. Donc, après la radiothérapie, il faut savoir que l'APS ne va jamais être à 0. Elle va atteindre un nadir. Et quand on détecte, quand on détecte un récidive, c'est-à-dire que notre prise de sang est en général en haut de notre nadir, en haut de 2, valeur de 2 en haut de notre nadir. Donc, à ce moment-là, l'option de traitement, s'il y a des métastases ou non, c'est l'hormonothérapie. Donc, une élévation de l'APS, une augmentation de l'APS après un traitement, ça indique un récidive, mais comme vous le savez, une récidive n'est pas toujours une catastrophe. Ça dépend de plusieurs facteurs. Ça dépend depuis quand vous avez eu votre traitement, ça dépend c'est quoi votre traitement initial, ça dépend comment l'APS dédouble, donc la cinétique de la prise de sang, comment elle augmente. Et il y a plusieurs options. On peut des fois observer, si on voit que la cinétique est très faible, on peut donner de la radiothérapie plus hormonaux si c'est après une chirurgie. Dans certains cas très sélectionnés, on peut donner de la curithérapie si c'est les patients qui ont subi de la radiothérapie ou l'hormonothérapie seule comme option. Donc, c'est ça pour le traitement de la récidive. Donc, en conclusion, ce qu'il faut retenir, quand on a un diagnostic de cancer de la prostate, on ne traite pas tous les hommes. On peut guérir d'un cancer de la prostate localisé, détecté et d'une façon précoce. Les traitements peuvent avoir des conséquences sur les fonctions urinaires, érectiles et intestinales. Il existe des stratégies pour prévenir ces complications et même si ces complications arrivent, on peut les traiter d'une façon efficace. Là. Tous les traitements sont bons et on est toujours en processus d'amélioration continue. On devient de plus en plus efficace. On est toujours en train d'améliorer le traitement standard. La recherche est importante et toujours notre objectif, c'est d'investir dans la recherche. Donc, merci tout le monde. Que votre présentation a été exemplaire. Également, visuellement, on pouvait très bien suivre vos recommandations et vos appréciations. Et merci, merci mille fois. On va passer maintenant à la période de questions. On a catégorisé par secteur, si on veut, les questions. Il y en a une ou deux, et je vais commencer, si vous me permettez, par la biopsie. Alors, cette personne a un taux d'APS de 5,8. Lorsqu'on a cédulé sa biopsie, il est à 4,6 maintenant et le toucher rectal est normal. Est-ce que je peux annuler la biopsie? J'ai 60 ans. Donc, c'est sûr que il y a toujours, comme je viens de le mentionner, il n'y a pas une recette pour faire une biopsie. Tu peux avoir un APS à 6 et ça peut être normal si on a une grosse prostate. OK? Donc, ça dépend un peu de plusieurs facteurs. Ça dépend de ses antécédents familiaux. Ça dépend de sa taille de la prostate et de l'examen de la prostate. Donc, si jamais si quelqu'un a une petite prostate, même si son APS était à 5,8 et rendu à 4,6, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un cancer. Oui, c'est quand même un signe qui peut être rassurant, mais moi, dans ce cas-là, je recommande toujours une biopsie. Donc, c'est sûr que pour répondre à cette question, il n'y a pas une recette particulière. Ça dépend de plusieurs facteurs, de plusieurs données pour décider si la biopsie est nécessaire ou non. Alors, une autre question. J'ai 62 ans et mon urologue me recommande une biopsie alors que mon APS est à 2,5 sans hausse importante. Pourquoi?
Et vous avez 62 ans, c'est ça? Mhm. Donc, c'est comme je viens de le mentionner, euh, pour faire une biopsie, il n'y a pas une valeur absolue pour faire une biopsie. Donc, ça se peut que euh, vous avez un APS à 2 et vous avez un toucher rectal suspect. Il y a un nodule. À ce moment-là, il faut faire une biopsie. Euh, En général, en bas de, je dirais, 60 ans et bas, le chiffre, c'est pas 4 comme tout le monde le sait. Ça peut être 2,5. En général, nous, on fait comme valeur 2,5. Et si quelqu'un a des antécédents familiaux, même si tu as un APS à 2,5, une biopsie dans ce cas-là est recommandée. Donc, c'est plusieurs facteurs pour faire une biopsie. Un, c'est l'âge. Deux, c'est le toucher rectal. Donc, toucher rectal me permet de me dire c'est quoi un peu une estimation de la taille de la prostate. Deux, s'il y a un nodule sensible. Les antécédents familiaux, l'origine afro-américaine, c'est tous des facteurs qui rentrent dans l'équation pour déterminer si une biopsie est nécessaire ou non. Et il n'y a toujours pas comme on vient de le mentionner, toujours pas une bonne réponse. Là. Il faut le faire pour éliminer, mais ça ne va pas dire de le faire que vous avez une maladie. Alors, on passe maintenant dans la section diagnostic. Moi, j'ai eu le cancer de la vessie il y a 4 ans, un cancer malin mais superficiel. J'ai eu le diagnostic du cancer de la prostate en janvier. Peut-il y avoir un lien? Le cancer de la vessie, c'est complètement différent de la cancer de la prostate. En général, il y a pas un lien entre les deux. On peut avoir, les deux peuvent coexister. Donc, quelqu'un peut avoir un cancer de la vessie et un cancer de la prostate en même temps, mais il n'y a pas un lien entre le cancer de la vessie et le cancer de la prostate usuel. Donc, c'est qu'on appelle l'adénocarcinome de la prostate. Donc, il n'y a pas un lien entre les deux. Alors voici autre question. Mon urologue me propose une chirurgie, mais j'aimerais traiter mon cancer avec des produits naturels, vitamines, comme mon voisin. Le sien a disparu, me dit-il. Oui, exactement. Donc, juste pour mentionner, si votre urologue vous propose un traitement, c'est-à-dire que votre cancer, il a besoin d'un traitement, euh, il n'y a pas des vitamines, il n'y a pas des produits naturels qui font disparaître le cancer. C'est sûr que peut-être votre voisin, il a un cancer qui est indolent, que tu sais, chaque cancer est différent d'une personne à une autre. Mais juste pour mentionner qu'il n'y a pas un des produits naturels et des vitamines qui peuvent faire disparaître le cancer. Juste pour mentionner, comme je viens de dire, la biopsie, c'est un échantillonnage. Chez certains patients, on fait une biopsie, on trouve un cancer, on le met sous surveillance active parce que c'est un cancer euh, de bas grade, là, qui est indolent. On fait une deuxième biopsie, on ne découvre rien. Ça ne veut pas dire que le cancer est disparu. Ça veut dire que notre échantillonnage, cette fois-ci, a raté le petit foyer de cancer, là. Alors Malek, qu'est-ce que c'est? Pourriez-vous définir ce qu'est un cancer indolent? Ben, le cancer indolent, ce que moi je l'appelle, c'est un cancer à faible risque. Donc, c'est un cancer qui est à faible risque de progresser ou de causer des métastases. Mhm. Donc, c'est ça le cancer c'est qu'on va dire un stade 1. C'est un cancer qui peut causer des métastases. C'est comme le degré d'agressivité qui était à 1 et c'est un cancer qui ne va jamais affecter le patient à long terme. Donc, ça, c'est le cancer qu'on peut surveiller. Avant de poser la prochaine question, j'aimerais tout simplement dire aux gens qui nous écoutent en ce moment que oui, on est supposé quitter le webinaire à 20 heures, mais ceux qui veulent rester peuvent le faire. On va continuer un petit peu plus tard que 20 heures ce soir. Alors, parlons de traitement. Question, en raison du report de ma chirurgie, quel est le délai acceptable qui ne fera pas progresser mon cancer de stade 2 avec un glycine 3 plus 4? Donc, c'est sûr que pour parler un peu de délai,
il faut comprendre un peu l'histoire du cancer de la prostate. Quand vous avez un cancer, c'est pas il y a un mois que le cancer a apparu. Il y a 5 ans que le cancer a apparu. Donc, pour une petite cellule cancéreuse, pour que devenir un cancer qui peut être significatif, ça prend 5 ans pour être là. Donc, c'est sûr que dans ce cas-là, il y a des délais qui sont, il y a toujours des délais à respecter une fois qu'on détecte le cancer. En général, c'est 3 mois pour le type de cancer que vous m'avez indiqué là. Donc, c'est 3 mois qu'il faut faire la chirurgie en dedans de 3 mois. C'est ça qui est recommandé. Si on va un peu au-delà de 3 mois, c'est pas grave là. Il faut pas vraiment s'inquiéter là, mais en général, c'est 3 mois. Si on a un cancer très agressif, je ne peux pas dire 3 mois, là, le délai. Ça peut être moins. Donc, ça dépend de chaque cancer, là. Docteur Muscaoui, quel est le taux d'APS normal après l'ablation de la prostate et est-ce que le vaccin contre la COVID peut influencer ce taux? APS à 0,12 en septembre 2001 et 0,17 en janvier 2022 après ma troisième dose. Ouais, excellent. Donc, juste pour mentionner que le taux de l'APS doit être à 0. Mais certains patients, après leur chirurgie, ils vont avoir des taux de 0,05. Ça ne veut pas dire que ça se peut qu'il y ait un peu de tissu prostatique, mais pas cancéreux qui est toujours là. Mais la chose qui va nous décider, et c'est la chose qui va décider si en fait, qu'on dit l'APS, euh, s'il y a le tissu prostatique sain ou c'est un cancer récidive, c'est la cinétique de l'APS. Donc, si l'APS est à 0,05 à commencer et par la suite à rester stable au fil des années, donc c'est-à-dire qu'il y a un peu de tissu prostatique en place. Mais si c'est 0,05, après ça, ça continue à augmenter, ça veut dire qu'il y a une récidive biochimique. Donc, ça se peut qu'il y a la maladie qui revient. Donc, c'est ça qu'il faut faire la distinction, là. Autre Donc, c'est le question. cinétique Oui. qui détermine. Pardon? C'est la cinétique de la prise de sang, l'augmentation, et ça n'a rien à faire avec le vaccin pour la COVID, là. J'ai 59 ans. Je suis sous surveillance active depuis 3 ans. Mhm. Mon APS ne bouge pas. Mon inquiétude est de me retrouver à 69 ans à devoir choisir un traitement alors que je ne serai pas aussi en forme qu'aujourd'hui. Devrais-je traiter mon cancer? Donc, quand on a l'option de surveillance active, on n'a pas besoin en fait, on n'a pas besoin d'aller vers un traitement, là. Quand tous nos taux sont stables d'APS, on n'a pas besoin d'aller vers un traitement. Et c'est, oui, peut-être à 69 ans, vous allez être plus âgé, vous allez avoir d'autres problèmes de santé. À ce moment-là, la chirurgie peut-être n'est pas une option, mais il y a toujours l'option de la radiothérapie. Et la radiothérapie, ça se fait bien même à 85 ans, là, avec des effets secondaires qui sont très tolérables. Si jamais votre état de santé détériore, donc ça veut dire que vous n'êtes même pas un candidat pour un traitement et ça veut dire que le cancer que vous avez est moins à risque de causer, comme on dit, un dommage pour votre santé que d'autres problèmes de santé comme maladie cardiaque ou d'autres choses, là. Donc, ou non, si vous êtes sous surveillance active et vous êtes toujours éligible pour ça, continuez à faire la surveillance active. D'accord. J'aimerais remercier les gens qui doivent partir et qui ont assisté à ce webinaire. Nous allons continuer pendant quelques minutes encore. Nous avons quelques questions et Malek est très gentil de rester avec nous. C'est une heure qui est quand même assez chargée pour lui. Alors, je continue à vous poser une autre question. On me donne le choix entre une chirurgie ou une radiothérapie avec hormonaux pour un cancer dans 50% de mes deux lobes. Mon Gleason est de 4 plus 3. J'ai 68 ans. J'hésite pour la chirurgie car j'ai peur de me retrouver avec de la radio et de l'hormono de toute façon après. Est-ce que j'ai raison?
Mais en fait, c'est pour dire, je pense pas que vous avez raison, parce que des fois, on fait une chirurgie, mais l'étendue de la maladie, quand on analyse la prostate, euh, quand on l'analyse, est plus important ce que nous, on a découvert au moment du diagnostic, avec juste la biopsie et l'examen rectal. Donc, dans ce cas-là, des fois, on peut dire aux patients, regardez, on va donner un autre traitement, ça s'appelle la radiothérapie adjuvante, OK? Dans ce cas-là, je ne pense pas que le fait d'avoir la chirurgie, ce n'était pas une bonne idée. En fait, c'est une très bonne idée parce que votre cancer est plus agressif, ce que nous, on a pensé. Et le fait d'avoir les deux traitements, c'était la meilleure option pour vous. Un homme de 81 ans maintenant. J'ai des injections d'hormonaux depuis le 24 novembre 2021, donc quelques mois, avec leurs effets secondaires. Je ne veux pas de radiothérapie pendant 30 semaines. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est sûr que si vous avez 89 ans et vous êtes en bonne santé, donc vous avez une espérance de vie qui est vraiment plus que 10 ans parce que vous êtes en bonne santé, moi, c'est sûr que je vous recommande d'avoir un traitement. Si vous avez 89 ans, vous avez des problèmes de santé et je pense pas que vous avez besoin d'avoir la radiothérapie. Vous pouvez juste continuer à avoir l'hormonothérapie. Mais il est plus jeune que 89 ans, il y a 81. 81 ans. Bon, Il est c'est beaucoup plus exact. jeune. C'est la même. En fait, c'est la même discussion là. Si vous êtes en bonne santé pour avoir la radiothérapie et vous avez une espérance de vie qui est augmentée, je recommande la radiothérapie. Mais si vous n'êtes pas en forme pour avoir la radiothérapie ou on estime que votre espérance de vie est faible, je pense que c'est correct de continuer à l'hormonothérapie. Euh, c'est sûr que comme médecin, moi, mon rôle est toujours vous donner l'option qui est le plus, qui va vous guérir de la maladie. Moi, je vais vous donner la meilleure option. OK? Mais si vous ne voulez pas parce que vous avez des empêchements personnels, c'est votre choix. Mais moi, mes recommandations, de vous donner la meilleure option. C'est le scientifique qui parle. Exact. Alors, maintenant, récidive. À 59 ans, cet homme a subi une chirurgie en 2015. En août 2020, mon APS était de 1,3 et maintenant à 2,15. D'un côté, on recommande de la radio, plus de l'hormono, et de l'autre, d'attendre. Ma scintille et scan sont négatifs. Comme on ne voit rien à l'imagerie, avoir de la radio plus de l'hormono me dérange un peu. Est-ce que je peux attendre? Ben, si vous avez un récidive, euh, le- pour avoir une image positive, OK, il Mhm. faut que le taux d'APS soit vraiment plus élevé que ça. Et moi, ne recommande pas d'attendre d'avoir une image visible d'un métastase pour dire qu'il y a un récidive. Le récidive, on le détecte avec la prise de sang. Et pour moi, c'est important quand vous avez un récidive local, même si on ne détecte rien sur l'imagerie, c'est important d'avoir la radiothérapie et l'hormonothérapie. Donc, je ne pense pas que c'est une bonne idée d'attendre, là. Surtout si OK. votre taux d'APS il continue à augmenter, là. Et que maintenant, il a 65 ans. Ouais. Ouais. Autre question. J'ai eu l'ablation en 2018. Mon APS n'a cessé de monter. Je suis à 0,33. Mon OK. uro parle d'une récidive locale et de radiothérapie. Avec la radio, est-ce qu'on peut guérir une fois pour toutes? Donc, ça, on appelle la radiothérapie de rattrapage, OK? Et en fait, le but de faire ça, c'est de guérir de la maladie. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont avoir la radiothérapie de rattrapage, ils vont être en rémission. Donc, ils vont être guéris de la maladie. Et c'est ça le but, en fait, de faire la radiothérapie de rattrapage, c'est donner une forme de rémission de la maladie. D'accord. Dans les effets secondaires, maintenant,
J'ai eu une chirurgie radicale il y a 2 ans. Mhm. Je n'ai jamais eu d'érection depuis. J'ai maintenant eu une prescription de Cialis. Combien de fois dois-je l'essayer avant de dire que cela ne fonctionne pas? Donc, c'est sûr, pour parler un peu de la fonction érectile, donc la fonction érectile, c'est comme un entraînement physique, là. Donc, si jamais vous voulez entraîner un muscle, ça fait 2 ans que vous ne l'avez pas utilisé, c'est sûr que c'est pas après comme 2 ou 3 sessions d'entraînement, vous vous attendez à que vous soyez en forme. Donc, la réponse, il faut l'essayer à long terme. Il faut essayer d'avoir des érections, même si vous n'êtes pas capable. Donc, il faut au moins les protocoles de récupération de l'érection après chirurgie, ils recommandent que vous essayez d'avoir 3 fois par semaine une érection avec pilule pendant une période prolongée pour entraîner le muscle, pour éviter que le muscle qui est responsable de l'érection, qui est à l'intérieur du corps du pénis, qu'il n'atrophie pas, là. Donc, c'est ça qui est important de savoir, là. Donc, c'est pas un ou deux pilules qui va dire que ça marche pas. Il faut vraiment faire ça à long terme. Est-ce qu'il vous reste un peu d'essence dans le moteur? Il me reste 2 questions. Oui, il n'y a pas de problème. On est là. D'accord. Chirurgie par robot en novembre, incontinence totale pendant 2 mois. Ce que je ne comprends pas, c'est que la nuit ou en position assise, j'arrive à me contrôler, mais dès que je suis debout, je n'arrive pas à contrôler ma vessie. Donc, ça, c'est une question on va dire, de physiologie et d'anatomie. Quand vous êtes assis, il y a moins de pression sur la vessie. OK? Donc, le muscle de la continence, il doit juste retenir la pression qui est dans la vessie à cause de l'urine. Quand vous êtes debout, le muscle de la continence, il doit retenir la pression qui est dans la vessie. En plus de ça, c'est la pression abdominale, comme on l'appelle. Donc, c'est pour cela que quand vous êtes debout, la force, la pression qui est sur le muscle de la continence augmente, là. Donc, c'est pour cela que vous échappez plus de reine. Et c'est très normal, là. Donc, il ne faut pas s'inquiéter, c'est très normal. Il faut continuer à faire de l'exercice pour renforcer votre muscle, pour atteindre l'état de continence même quand vous êtes debout. Il y a la gravité aussi peut-être? Exactement. Mais en fait, quand vous êtes debout, c'est comme la gravité ou c'est les muscles, la pression abdominale qui pèse sur la vessie. Une Comment- dernière question. Ouais. Pardon? Oui, une dernière question. Quel conseil donneriez-vous aux hommes qui appréhendent le traitement du cancer de la prostate en raison des effets secondaires? En fait, moi, très important, c'est pas facile d'avoir un cancer de la prostate, un. Deux, il faut toujours penser cancer en premier. Mhm. Il faut penser aux effets secondaires, c'est important, mais c'est toujours, il faut penser cancer en premier. Il faut jamais sous-estimer ou ne pas traiter un cancer à cause des effets secondaires. Et c'est ça le message que je voulais donner aux patients. Si vous êtes asymptomatique quand vous avez un cancer de la prostate, oui, il y a des choix, c'est une décision partagée, mais il faut toujours penser au traitement, euh, traiter le cancer en premier et par la suite, les effets secondaires, c'est quelque chose qu'on règle euh, avec différentes méthodes et il y a toujours différents moyens médicaux pour régler les effets secondaires. Ben, c'est la fin de notre webinaire. Euh, j'aimerais, Malek, vous remercier profondément. Vous avez sans doute démystifié un certain nombre de points que les gens, des questions, les gens se les posent tout le temps parce que c'est une période qui n'est jamais, jamais facile. Alors, ceux qui nous écoutez en ce moment, messieurs et mesdames, je souhaite aussi, votre opinion est très importante pour nous. On vous invite à remplir le court sondage. Lorsque vous quitterez cette web diffusion, vous n'aurez qu'à cliquer sur le mot continuer.
Alors, merci beaucoup encore, Malek, docteur Meskawi. Votre Merci. temps est précieux, vous avez été très généreux, c'est extrêmement Merci. apprécié. Les questions en suspens seront envoyées et répondues individuellement, dis-je, par nos infirmières chez Procure. Alors, le prochain webinaire aura lieu le 22 février prochain à 19 heures, lors duquel nous aborderons le cancer de la prostate et la sexualité avec la sexologue et physiothérapeute et psychothérapeute Frédéric Landry-Lépine. Alors, soyez des nôtres et consultez le site Procure, procure.ca, pour rester à l'affût. Alors, c'est Winston McQuaid qui vous parle, qui a posé quelques questions au docteur Meskawi, et on se retrouve très bientôt. Merci pour votre participation et bonne soirée. Vous avez aimé les services de Procure? Alors n'hésitez pas à contribuer à procure.ca. Merci pour votre générosité.